Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, je m'intéresse à la question du bonheur. Tout jeune déjà, j'interrogeais ma mère inlassablement sur la question. Maman, pourquoi Nicolas il a l'air toujours aussi triste et Marina, pourquoi est-ce qu'elle rigole tout le temps? Au fond, pourquoi certaines et certains parmi nous, qui semblent avoir des circonstances de vie parmi les plus favorables, semblent pourtant souffrir? Et pourquoi d'autres, qui vivent dans l'adversité, semblent vivre beaucoup mieux leur vie? Très tôt, j'ai constaté que certains de mes congénères étaient particulièrement doués pour se gâcher la vie et pour aussi gâcher celle de leur entourage. Et puis, j'ai aussi très vite constaté que de toutes les personnes qui m'avaient pourri l'existence, et je peux vous dire, il y en a beaucoup, aucune n'arrivait à la cheville de ce que pouvaient faire mes propres pensées. L'esprit, dit le poète John Milton, est sa propre maison. Il peut faire de l'enfer un paradis et du paradis un enfer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la mécanique qu'il y a dans ma tête et à l'effet des pensées sur nos vies. Vous rappelez-vous de ce à quoi vous avez pensé en vous réveillant ce matin? Et si c'est le cas, pouvez-vous dire vraiment avec certitude que vous avez choisi ce qui s'est passé dans votre tête? Alors dans mon cas, moi, ce qui m'a frappé quand je me suis intéressé à la question, c'est le caractère automatique des pensées. Je me souviens d'une retraite que j'avais suivie, c'était une retraite de méditation de 10 jours. 10 jours en silence, assis 11 heures par jour, sans pouvoir ni lire, ni écrire, ni rien faire d'autre. Et pendant les 3 premiers jours, la seule proposition, c'était « Concentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines ». Alors moi, je peux vous dire, au bout de 3 minutes, je pensais à tout, sauf à mes narines. Mais qu'est-ce que je fous ici? Mais je ne vais jamais tenir le coup. Et quelle tête ils ont, là, mes copains de méditation? J'ai oublié d'arroser mes plantes, elles ne vont jamais tenir aussi longtemps. Oui, mais les plantes et les fleurs, il y en a de moins en moins avec l'extinction des abeilles. Incroyable. Je m'étais inscrit là, dans l'idée de mieux comprendre ce qui se passait dans ma tête, et je pressentais déjà que j'étais agité. Mais j'étais loin d'imaginer l'ampleur de la catastrophe. Là-haut, ce n'était pas un défilé, c'était une véritable autoroute. Et avant, j'avais l'illusion vraiment que c'est moi qui pensais, en fait, que j'étais l'auteur de mes pensées aux commandes. Et avec stupéfaction, j'ai constaté que ça pensait tout seul. Au fond, ma tête n'en fait qu'à sa tête, et je n'ai pas grand-chose à y dire. Mon mental, c'est vraiment une drôle de bête. Il me fait penser à un commentateur sportif. Toujours un mot à dire sur tout, qui parle sans arrêt, très fatigant, parce que jamais fatigué. Et ce brouhaha dans ma tête, en fait, c'est comme quelque chose qui vient se mettre entre moi et le monde, entre moi et les autres. En fait, je ne vis pas ma vie, je la pense. Je rentre à la maison, ma fille qui a 5 ans vient me parler, et à un moment elle me dit « Papa, tu ne m'écoutes pas ?» Et moi je lui dis « Mais bien sûr que je t'écoute, tiens, je vais même répéter ce que tu viens de me dire. » Mais en fait, elle a raison. Pris par mes pensées, je n'étais pas vraiment là. Et c'est encore pire lorsque j'ai une préoccupation. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, vous savez, il essaye de s'en débarrasser désespérément, et le sparadrap revient toujours par ailleurs. Vous les connaissez peut-être, ces ruminations, ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête, qui nous disent pourquoi, qui nous disent aussi ce que j'aurais pu, j'aurais dû faire ou ne pas faire. Et la recherche scientifique nous montre que ces ruminations sont un facteur de fragilité dans la dépression. Au fond, ruminer, c'est exactement comme creuser une ornière sur une route en mauvais état. À chaque passage, l'ornière devient plus profonde et augmente les risques qu'on retombe dedans. Mon mental, ce n'est pas seulement un commentateur. Il adore aussi comparer et juger. D'ailleurs, à la seconde où je rencontre quelqu'un, vous par exemple, qu'est-ce que je fais? Je lui colle une étiquette, je l'enferme dans un tiroir dont la personne aura beaucoup de mal à se sortir. Mais vous avez vu comment elle est attifée, celle-là? Et quelle tête de prétentieux, il a que ses lunettes, celui-ci? Ça commente, ça juge, ça condamne. Mon mental, en fait, c'est un procureur impitoyable, implacable. Le petit hamster qui court dans ma tête
il n'a pas fini de me pourrir la vie. Mais au fond, comment fait-il? Alors, pour y répondre, je me suis interrogé. Au fait, que sont véritablement nos pensées? On peut dire que ce sont comme des étiquettes, en fait. Elles décrivent le monde. Ce sont des constructions qui nous permettent de voyager dans le temps, aller dans le passé, nous projeter dans le futur, nous protéger. Dans l'histoire de l'évolution, lorsque nous étions confrontés à un prédateur, souvent, c'était déjà trop tard. J'entends le tigre et je suis son repas. C'est terminé. Mais grâce aux pensées, c'est tout différent. Pourquoi? Je peux me protéger, grâce à la pensée du tigre qui n'est pas là, mais qui pourrait être là. Et c'est encore beaucoup mieux, attendez. Je peux transmettre la peur du tigre à un enfant qui n'a jamais vu de tigre et qui ne le verra jamais. Attention, si tu sors le soir, le tigre va te dévorer. Mais c'est encore plus extraordinaire. Je peux transférer la propriété anxiogène du tigre au glurps. Attention, si tu t'éloignes la nuit, le glurps va t'emporter. Et l'enfant, à l'idée de s'éloigner, a dans son corps exactement les mêmes réactions que s'il était menacé par un tigre véritable. Cette compétence incroyable nous donne une créativité extraordinaire qui se reflète notamment dans la technologie. Mais elle nous permet aussi des choses beaucoup moins rigolotes. On peut avoir peur de quelque chose qui n'arrivera jamais. On peut être stressé de quelque chose terminé depuis longtemps. À ce propos, j'aime beaucoup la citation de Mark Twain qui dit, et je m'y reconnais, « J'ai eu de nombreux problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Alors, penser, ce n'est pas un problème au fond. Le problème, c'est de ne pas savoir que nous pensons. Et nous confondons alors les pensées, ces étiquettes, avec ce qu'elles sont censées décrire. Je rentre chez moi après une journée de boulot, fatigué, je m'endors, et je me réveille encore plus crevé que la veille. Mais c'est normal. J'ai emporté avec moi le tableau papier, les collègues et toute la réunion. Et mon lit est bien trop petit pour tout ce monde. Et quand nous confondons les pensées et ce qu'elles sont censées décrire, notre corps déclenche les mêmes réactions que face à une menace véritable. Imaginez que je pense que vous ne m'aimiez pas. C'est peut-être pas vrai et pourtant je vais réagir comme si c'était véritable, avec toutes les conséquences. Un homme veut mettre un tableau à son mur. Il a heureusement un clou, mais pas de marteau. Alors il se dit, je vais emprunter un marteau à un voisin. Mais soudain, catastrophe, une pensée le saisit. Et si mon voisin refusait? Mon voisin, alors je lui ai dit bonjour hier, il m'a à peine répondu un signe de tête. Peut-être était-il pressé, mais peut-être faisait-il semblant d'être pressé parce qu'il ne m'aime pas. Et pourquoi s'il ne m'aime pas? Je suis un voisin sympathique. Comment est-ce possible? Mais peut-être qu'en fait, il n'a pas envie de me prêter son marteau. Mais comment, c'est des gens comme ça qui me pourrissent la vie. Pourquoi est-ce qu'ils me refusent le marteau? Mais je vais lui dire ma façon de penser. Et voilà notre homme qui va chez le voisin, frappe à la porte, le voisin ouvre, et sans lui laisser le temps de dire quoi que ce soit, lui lance au visage « Ton marteau, tu peux te carrer là où je pense, espèce d'égoïste !» Et cette manière de fonctionner, nous l'avons aussi par rapport aux pensées que nous avons sur nous-mêmes. Imaginez, si vous avez la pensée que vous êtes maladroite ou maladroit, c'est incroyable. Non seulement vous ne ferez rien qui vous permettrait de devenir adroit, mais en plus, vous éviterez toutes les situations dans lesquelles vous pourriez montrer une quelconque habilité. Et si par un concours de circonstances tout à fait improbable, vous êtes là, il y a des balles, vous vous mettez à jongler, quelqu'un vous dit « mais qu'est-ce que tu fais? C'est génial !» Alors vous lâchez tout et vous mettez ça sur le compte du hasard ou de la chance. Au fond, nous mettons beaucoup d'énergie pour inconsciemment confirmer tout ce que nous pensons de nous, quand bien même cela nous fait souffrir. Je suis dans le train qui va de Bruxelles à Paris. Et là, j'observe un étrange manège. Quelqu'un qui met la main en poche régulièrement et qui va à la fenêtre de ce train à 300 km/h, l'ouvre et jette quelque chose par la fenêtre. Alors je m'approche et lui dis « Excusez-moi, mais ça a l'air bien sérieux là ce que vous faites, vous êtes concentré ?» La personne me dit « Oui, monsieur, je répands de la poudre anti-éléphant. »
De la poudre anti-éléphant? Mais oui, monsieur, imaginez un éléphant sur la voie entre Bruxelles et Paris, le train qui déraille, les blessés, la protection civile dépassée, une catastrophe. Et là, je lui dis, mais excusez-moi, mais regardez par la fenêtre, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphant ici. Mais évidemment, c'est que ma poudre, elle est efficace. Nous sommes alors comme Oedipe dans la tragédie d'Échille. Nous mettons une énergie considérable à faire se réaliser précisément ce que nous redoutons. Avoir des pensées ou se faire avoir par nos pensées, telle est la question. Alors, quelle est la solution? Le plus simple, ça serait de contrôler nos pensées et supprimer toutes celles qui nous dérangent. Alors, je vais vous proposer de tester ça avec moi maintenant en direct. C'est simple. Ne pensez surtout pas à une panthère de couleur rose. Alors, comme je ne vais pas être cruel, je vais vous aider. J'enlève l'image. Et donc, j'enlève l'image de la couleur de l'animal auquel personne ne pense en ce moment. Et bien évidemment, aucun d'entre vous n'a en tête une musique, là, un petit air qui a à voir avec ça. C'est évident. Bien sûr, vous n'y pensez pas. Daniel Wegener, un professeur de psychologie de Harvard, dans un livre « Ours blanc et autres pensées indésirables », qui s'est intéressé au sujet, a démontré que plus nous tentons de supprimer une pensée, et plus il est probable que celle-ci nous apparaisse par la suite. Je viens de vous donner un secret, celui de toute bonne obsession. Il suffit de décider que vous ne pouvez absolument pas penser à ça. D'ailleurs, vous savez, dans Barbe Bleue, c'est pour ça que l'héroïne, elle ne peut pas s'empêcher d'aller ouvrir la porte interdite. Et celles et ceux d'entre nous qui font un régime, eh bien, on est tout simplement assaillis par des pensées de nourriture. Alors, si scientifiquement le contrôle de la pensée ne fonctionne pas, quelle est l'alternative? Il y en a une plus réaliste, c'est de faire en sorte que nos pensées perdent de leur pouvoir sur nous. Mais pour ça, il nous faut nous désattacher d'elles. Rappelez-vous, ce qui donne de la puissance aux pensées, c'est de leur donner du crédit, c'est de les confondre avec les faits. Elles sont pourtant totalement différentes et Magritte l'avait compris depuis longtemps. Prenons un exemple. La pensée d'un verre. La pensée du verre correspond au verre dans ma main, mais ce sont deux choses totalement différentes. La pensée est un objet conceptuel dans ma tête, le verre est un objet concret dans ma main. On ne peut pas boire, vous pouvez essayer dans la pensée du verre. Et, de la même manière, on ne peut pas écrire une lettre d'amour ou d'insulte avec la pensée d'un stylo-bille. Et pourtant, ça a l'air bête, et pourtant, quand nous allons mal, nous confondons les deux. Et nous ressemblons à quelqu'un qui va au restaurant et qui tente de manger la carte au lieu d'attendre le repas, et puis qui dit qu'il a mal au ventre. Rappelons-nous, lire un livre de cuisine n'a jamais nourri quelqu'un. Alors, si nous considérons nos pensées pour ce qu'elles sont, uniquement des pensées et rien d'autre, elles perdent de leur pouvoir sur nous. Au fond, elles sont comme des lunettes qui colorent et filtrent notre vision du monde. Cessons de croire que c'est la vraie couleur du monde, parce qu'il y a une distinction fondamentale entre regarder le monde au travers de nos lunettes, mais vous avez tous une drôle de tête, vous êtes bien sombre, vous avez un problème, ou regarder nos lunettes. C'est ce que nous propose la science pour prendre de la distance par rapport à nos pensées. Nous pourrions par exemple imaginer que notre mental est une radio qui s'allume quand elle veut. Tiens, voilà FM mauvaise nouvelle qui vient de se déclencher. On pourrait faire mieux. Prenez un petit carton, juste de la taille de votre portefeuille, et dessus notez le top 5 de vos pires pensées. Et comme ça, quand elles arriveront, tiens, la numéro 2 est là, je n'y arriverai jamais. Et la numéro 3, c'est toujours de ma faute. Et la numéro 1 qui débarque, de toute façon, je ne mérite rien dans la vie. Et comme ça, la prochaine fois, au lieu d'être l'otage inconsciemment de nos pensées, nous pourrons peut-être même en rire. Qui sait? Alors, cesser de nous identifier à ces pensées, c'est aussi la possibilité d'arrêter de leur obéir. Et là aussi, voyons ensemble si c'est possible. Pensez très fort, vous pouvez le dire à voix haute si vous voulez, qu'il vous est impossible de mettre votre main sur votre tête.
allez-y et mettez votre main sur votre tête. Oui, mais c'en est ridicule tellement c'est simple et facile, c'est vrai. Mais dites-moi alors, pourquoi, lorsque vous pensez « il m'est impossible d'aller vers cette personne pour aller lui parler », ça vous est vraiment impossible? La différence, simplement peut-être, c'est que la pensée de la main sur la tête, vous n'y accordez aucun crédit. Là est le secret. Le mental, nous dit Swami Prajnapat, un sage indien, vit dans un cercle vicieux. Il crée lui-même les problèmes et puis il tente ensuite de les résoudre. Nos pensées, souvent, se trompent et alors elles nous trompent. Est-ce que nous pourrions les prendre un petit peu moins au sérieux? C'est ce que j'ai appris au long de mes années de pratique de la méditation. Je dois vous dire, c'est toujours le boxon là-haut, mais ça me dérange beaucoup moins. Mes pensées, au fond, maintenant, je les vois comme cette feuille de papier. Regardez ce qui se passe lorsqu'elle s'approche de moi. À un moment, je ne vois plus grand-chose, juste des mots, des lettres, et puis tout devient confus. Et ce qui est terrible maintenant, c'est que je ne vois plus rien de ce qui se passe autour, et si je devais aider quelqu'un ou simplement savourer un moment de vie précieux, ça me serait impossible. Alors si je m'arrête, je respire et que j'éloigne la feuille, regardez, l'horizon s'ouvre à nouveau et je suis présent. Simple, mais pas facile. Moi, je me souviens d'un jour, j'avais un problème important avec quelqu'un avec qui je travaillais. Et j'étais là, je pratiquais, Ilios, ce ne sont que des pensées. Oui, mais il exagère quand même. Non, non, ce ne sont que des pensées. Mais comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Certaines pensées sont particulièrement collantes. Et il nous faudra de l'entraînement. Regarder nos pensées inquiètes, agitées, impatientes, c'est expérimenter que ce qui regarde n'est ni inquiet, ni agité, ni impatient. Nous pouvons alors redevenir comme le ciel qui accueille les nuages. Que les nuages soient gris ou même noirs, est-ce que ça change quelque chose à la nature fondamentalement vaste, tranquille et accueillante du ciel? Libérés de nos pensées, nous pouvons alors prendre pleinement soin de la vie, quelle que soit la couleur du temps. Merci.